se retrouve pour le second épisode du podcast des jeunes écologistes. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Marty, chercheuse en philosophie, en particulier sur les questions du travail et d'écologie. Elle a notamment fait paraître Découvrir Gorse aux éditions sociales et l'écologie libertaire de Gorse au PUF. Avec elle, justement, nous explorerons la pensée du philosophe, pionnier d'une écologie politique sociale. Céline Marty, bonjour. Merci de venir dans le podcast des jeunes écologistes sur les fondamentaux de l'écologie politique. Tu es chercheuse en écologie politique et ton travail porte plus particulièrement sur l'œuvre d'André Gorce, auquel tu as consacré ta thèse et un ouvrage récent qui est paru aux éditions sociales dans la collection propédeutique, qu'on ne saurait que trop recommander. On va parler pendant quelques temps de André Gorce, de son travail, de ce qui fait l'actualité de son travail dans les luttes contemporaines de l'écologie politique. Et ce que je te propose, c'est de revenir rapidement sur qui est André Gorce, ce qui caractérise à grands traits sa pensée de l'écologie politique et ce qui fait l'actualité et pourquoi on devrait s'intéresser aujourd'hui, en 2025, à la pensée d'André Gorce. Merci pour l'invitation et pour cette proposition de présentation. Alors, dans le Découvrir Gorce et dans mon travail de thèse, j'insiste sur le fait que Gorce est un philosophe, mais c'est peut-être moins cet aspect que je vais développer aujourd'hui pour me concentrer sur son écologie politique. Rapidement, pour le situer, Gorce naît en 1923 en Autriche. Il part ensuite en Suisse pour fuir le nazisme. Il y rencontre Sartre, il y rencontre la philosophie. Il va déménager à Paris en 1949. Il va être inséré dans les cercles intellectuels proches de Sartre, les temps modernes notamment. Il va gagner sa croûte en tant que journaliste. Et c'est pour ça que de nombreux textes de Gorce sont des textes de journalisme. Et il va avoir une socialisation philosophique existentialiste par Sartre et marxiste, avec l'idée de renouveler la critique du capitalisme dans le contexte keynésien, dans le contexte de l'après-guerre, où on a ce modèle des 30 glorieuses, de la consommation, de la production de masse, modèle qui est déjà critiqué dès les années 50 et 60, notamment par Gorce. Et ensuite, dans les années 60-70, il va suivre les mouvements ouvriers, s'intéresser aux revendications d'autogestion au travail, et il va suivre la nébuleuse écologique, comme il l'appelle, qui va se développer dans les années 60 et 70 contre de multiples projets, contre le remembrement des terres agricoles. Il y a des articles de Gorce là-dessus où il critique le génie rural et qui pense savoir que c'est bien d'enlever les, etc., que ça fera des grosses parcelles. Contre, bien sûr, le nucléaire civil et l'implantation des centrales nucléaires sur le territoire, qui est vraiment un grand facteur, enfin une grande étape de l'histoire de l'écologie politique dans les années 70. Son idée de l'écologie politique, ça va être de reprendre du pouvoir sur sa vie. Ça va être cette autogestion des besoins qui consiste à reprendre du pouvoir sur le travail, mais pas que, sur la consommation aussi, sur les conditions d'existence, sur l'habitat, l'urbanisme, les loisirs, etc. Et donc pour lui, l'écologie, c'est cet idéal d'émancipation vis-à-vis du marché économique comme de l'État. Et ça, je trouve que sa pensée libertaire, très critique de la technocratie, qu'il réaffirme ensuite tout au long des années 80, 90, 2000, cette critique de la technocratie, elle nous est très précieuse aujourd'hui, où on voit une institutionnalisation de l'écologie, on voit une institutionnalisation du côté de l'État, du côté des collectivités publiques en général, du côté des gens qui s'y engagent aussi, dans les profils, etc. Il y a une captation de l'écologie par des experts, notamment par des ingénieurs. Et ça me semble hyper important de rappeler que la naissance de l'écologie politique, c'est des gens lambda qui se mobilisent sur leur territoire, qui veulent pas que le génie rural leur prenne leur verger, qui veulent pas que l'État central détruise la culture du breton, la culture occitane, etc., qui veulent défendre leur terroir d'une certaine façon, mais pas avec ce truc d'extrême droite, de retour à la terre, forcément, mais dans, en fait, l'idée de vouloir continuer à préserver son milieu de vie contre les grandes infrastructures modernistes qui sont développées à ce moment-là, donc contre les projets d'autoroutes. Et là, on voit le lien avec la 69 aujourd'hui, de dire on préserve le milieu de vie et on préserve ça parce que c'est mieux que de tout détruire simplement pour une route de plus.
Donc je pense que cette pensée de l'autogestion et cette critique aussi bien de ce que le capitalisme fait à l'écologie, enfin veut faire de l'écologie, que de ce que l'État fait à l'écologie, elle nous est hyper importante aujourd'hui pour ne pas oublier les deux dangers finalement de l'affaiblissement de l'écologie par ces deux acteurs-là. Ce qui est intéressant avec ce que tu évoques de l'écologie, un petit peu d'un monde vécu que porte Gors, le conduit à, et je souhaitais un peu aborder ça à titre linéaire pour l'évacuer ensuite, mais à avoir une écologie politique qui est plutôt anthropocentrique, mais il distingue l'anthropocentrisme normatif qui va imposer sa domination et un anthropocentrisme plutôt méthodologique. Oui, c'est comme ça que je l'appelle, ouais, tout à fait. C'est pas lui qui le théorise en tant que tel, mais ouais. Et c'est intéressant dans un moment où l'écologie dominante, majoritaire, elle est très marquée par les penseurs du vivant, Descola, Latour, et au point d'en oublier certains questionnements par rapport à cette écologie du monde vécu. Et comment est-ce que Gors justement appréhende son rapport à la nature Gors là-dessus, c'est un héritage philosophique aussi très existentialiste de penser que l'humain est le seul être qui est capable de fonder des valeurs, qui est le seul être qui est capable de penser son action, de conscientiser son action, de prendre conscience qu'il est responsable de certaines actions et de leurs conséquences, qui est capable de réfléchir à son action, de la réorienter, d'en délibérer avec ses pairs. C'est vraiment l'image de l'humain comme animal rationnel chez Aristote, qui est capable de logos, c'est-à-dire capable de raison, capable de parole, de délibérer sur des valeurs avec les autres, avec qui il fait communauté politique. Et donc ça c'est un parti pris méthodologique que Gors justifie à différentes reprises, y compris plus tard dans son œuvre, dans des entretiens dans les années 90, par exemple dans un petit texte qu'on retrouve publié qui s'appelle Le fil rouge de l'écologie, où il dit que ça veut pas dire grand-chose de défendre le vivant, parce que dans le vivant il y a aussi le moustique qui porte la malaria, parce que il y a le vivant finalement c'est tout aussi des combats en fait des êtres vivants entre eux, et que c'est pas du tout une vision pacifiée de la nature. Je pense qu'il fait ça aussi pour se distinguer d'un certain mouvement hippie des années 70 qui sacralise la nature et qui cherche à une plus grande communion avec la nature, et qui, se faisant, dépolitise un peu les luttes dans son état d'esprit. Je sais qu'aujourd'hui, le courant des pensées du vivant est plus nuancé là-dessus et a parfois des propos explicitement anticapitalistes, révolutionnaires, etc. Je pense à certains textes de Baptiste Morisot, par exemple, d'Antoine Chopeau aussi, Elena Ballot aussi. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est que dans le débat public, toutes ces pensées du vivant sont complètement dépolitisées. Donc je pense pas que le problème vienne des textes de Baptiste Morisot, mais de ce que les journalistes font en texte de Baptiste Morisot, et de ce qu'on en retient, l'air de dire il faut castoriser le monde, c'est super, vive les castors. Et puis par contre, les infrastructures économiques et politiques derrière l'aménagement du monde, on n'en parle pas. Donc Gors fait ce choix qui s'explique pour des raisons philosophiques, qui peut être discuté sur la légitimité, etc. C'est, à mon avis, un débat qui est toujours alimenté aujourd'hui et qui est intéressant sur cette question fondamentale de la valeur qu'on attribue aux choses et de qui peut attribuer de la valeur, comment on attribue de la valeur. Et je pense, par exemple, le super ouvrage d'Antoine Chopeau et Elena Ballot, Nous ne sommes pas seuls, m'a semblé très convaincant sur le fait de penser des alliances avec le vivant, ce qui n'implique pas que tout le vivant en soi soit sacralisé, qu'on ne puisse pas toucher au vivant ou des choses comme ça, etc. Et donc je pense qu'on peut penser le vivant de façon stratégique pour nourrir ses luttes, et tant mieux si ça convainc des gens de parler en termes de vivant plutôt que de parler de protection de l'humain, etc. Mais sur le plan philosophique, par exemple, moi je préfère parler d'écosystème, de préservation d'un milieu de vie, de penser que dans un milieu de vie, il y a toujours des interactions avec d'autres êtres que l'humain, mais ça me semble plus précis conceptuellement. Mais en même temps, si stratégiquement ça marche de parler du vivant, très bien, mais attention à la dépolitisation. Oui, complètement. On change un peu de sujet parce que c'est vrai que la pensée d'André Gors, c'est un peu, pas dans tous les sens, mais elle est très complète et elle articule beaucoup de questionnements qu'il a eu tout au long de
de sa vie. S'il fallait en choisir un, on pourrait partir sur les questionnements qu'il a eus autour du marxisme et de la façon dont il l'articule avec son écologie politique, et comment il a cherché à toujours réancrer sa prise en compte de la question environnementale avec les rapports de production et la critique du capitalisme, ce qu'il a pu critiquer par exemple chez Illich. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Gors, il veut à la fois rendre plus vert le marxisme et à la fois marxiser l'écologie, etc. Il cherche à faire ses ponts pendant très longtemps, aussi bien dans les années 70, 80, 90. Il le dit parfois lui-même, hein. Mon but, c'est d'articuler les luttes ouvrières et les luttes environnementales. Et donc, je trouve que ça résonne énormément avec des enjeux contemporains d'articulation des luttes sociales et des luttes écolo. Donc, Gors veut le faire. Il vient à l'écologie par la critique du capitalisme, en tenant compte des externalités négatives, comme on les appelle, des dégâts de la production capitaliste. Et en même temps, il voit bien que le mouvement ouvrier est concentré sur des revendications quantitatives, matérielles, les hausses de salaire. À l'époque, vous avez des affiches du PCF. Remplissez votre caddie, videz la NPE. Bon, on est dans cette logique aussi des 30 glorieuses, de ne pas interroger la croissance économique. Et donc finalement, la boussole de Gors, ça va être, l'écologie va lui permettre d'interroger le contenu de la production et de critiquer ce que le capitalisme fait à nos besoins. Et c'est pour ça que l'écologie a besoin de réfléchir aux besoins, justement, et à la façon dont on peut les satisfaire. Et que Gors défendra la décroissance dès 72, dès la publication du rapport Meadows et sa diffusion, et en disant il faut la décroissance dans les pays industrialisés et la stabilisation et une production adaptée aux besoins locaux dans les pays du Sud. Et ensuite, il va défendre la décroissance toute son œuvre. Et je pense que ces textes, à partir des années 80, ces textes sur le travail, que parfois les militants connaissent pour sa défense du revenu universel, la critique de la société salariale, de la protection sociale fondée sur l'emploi, à mon avis, tout ça a pour but de déconstruire l'idéologie du travail et de convaincre de la décroissance. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas convaincre les gens que c'est possible de produire moins, de consommer moins, de travailler moins, si les gens se disent que on est sur Terre pour travailler et que plus on travaille, plus on est une meilleure personne. Et je pense que tout son intérêt pour les mutations du travail aussi à partir des années 80 se fait avec cet arrière-fond de convaincre de la décroissance et de l'absurdité de notre système qui consiste à produire plus, consommer plus. Prendre conscience de cette opulence des marchandises, de la production, le côté gigantesque des infrastructures, c'est assez vertigineux. Ce que Gors apporte aussi à l'écologie et qu'il apporte au marxisme, c'est sa technocritique qu'il élabore avec Illich, donc technocritique au sens d'une critique de la technique et de la science telles qu'elles ont été développées par le capitalisme, mais telles qu'elles peuvent continuer à avoir certains effets quand on les utilise même à bon escient, même dans un projet socialiste par exemple. Gors prend conscience avec des marxistes italiens qui s'appellent les opéraïstes, qui ont beaucoup réfléchi à la façon dont l'organisation technique du travail cause des effets nécessaires sur les conditions de travail. Et il suffit pas de reprendre le taylorisme chez Lénine pour que ça se passe bien. En fait, telle organisation technique a toujours certains effets. Et donc, Gors va appliquer cette technocritique au travail. C'est ce qu'il fait dans un texte qui s'appelle Critique de la division du travail, en publiant notamment les opéraïstes, mais aussi à toutes les institutions de la vie. Et c'est ça qu'il fait avec Illich quand il critique la façon dont l'école nous dépossède du pouvoir et de l'envie d'apprendre. La médecine la médecine actuelle avec les hôpitaux, la marchandisation des produits pharmaceutiques, etc., nous dépossède du soin, de l'hygiène et de notre envie de nous soigner par nous-mêmes. La voiture nous dépossède de notre besoin de se transporter, nous dépossède de l'autonomie dans la façon dont on se transporte aussi, parce qu'on peut plus bricoler notre voiture, et c'était encore plus facile de la bricoler dans les années 70 qu'aujourd'hui. Et donc, avec cette technocritique des institutions contemporaines et de la façon dont elles nous
ôte du pouvoir sur notre vie et sur la façon de satisfaire nos besoins. Gors va penser des technologies, des techniques plus conviviales, plus émancipatrices, qu'on appellerait aujourd'hui low-tech. Et par exemple, c'est l'idée de dire, un vélo, c'est plus facilement réparable, c'est plus facilement consommable au sens où on peut l'acheter avec moins de revenus qu'une voiture, qui implique un système d'assurance, de l'endettement potentiellement, etc. Et donc, il y a des techniques qui sont plus légitimes parce que elles sont plus émancipatrices pour le sujet qui les utilise. Et ça, je trouve que c'est hyper important à garder en tête, cette technocritique aujourd'hui. Et vraiment, moi, je suis admirative de tout le courant low-tech qui applique ces idées-là à plein de sujets et qui a une inventivité, une ingéniosité incroyable. Parce que on est face à l'option du technosolutionnisme, mais on est face aussi à une planification de l'État qui nous dit qu'il faut tout miser sur les voitures électriques, etc., et qui n'interroge pas les besoins et qui n'interroge pas des outils plus sobres pour les satisfaire. Et donc ça, cette technocritique, elle est hyper importante, d'autant plus dans des contextes où on réfléchit aux énergies, par exemple. Grand débat sur le nucléaire et qui est énorme et qui me dépasse complètement. Moi, je peux raconter les arguments de Gors dans la mobilisation contre le nucléaire, mais c'est vraiment des débats cruciaux et hyper compliqués et importants. Et donc, une distinction que fait Gors à cette époque et qui me semble pertinente à avoir en tête, c'est la distinction entre technique verrou et technique carrefour. Les techniques verrou, c'est des techniques toujours dominatrices, développées par le capitalisme, développées potentiellement par l'État aussi, à des fins de domination des usagers. Donc, des techniques qui ne pourront jamais être utilisées à des fins émancipatrices. Ça va être le taylorisme dans les usines, développé pour discipliner les travailleurs, pour contrôler leur travail, et non pas pour leur permettre d'être plus autonomes ou de travailler mieux ou autre. C'est le cas pour le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est une technique qui ne peut être développée que par un État qui a assez d'argent pour pouvoir faire des chèques en blanc, parce que ce qu'on voit dans les fonds illimités qui sont mis à disposition pour réprimer la lutte contre les militants écolos, etc., on se rend bien compte qu'il n'y a que des chèques en blanc dans cette affaire. Et donc l'État est le seul acteur qui a les moyens de s'engager pour développer une telle technique. La voiture individuelle, par la configuration de l'espace qu'elle impose, est aussi une technique verrou, parce qu'elle interdit les autres usages, et on voit bien dans tous les débats urbains sur le partage de la route, etc., comment ça se rejoue. Et à l'inverse, les techniques conviviales, les techniques carrefour, sont des techniques qui peuvent être conviviales si elles sont utilisées par l'usager pour ses propres projets, si l'usager les comprend, s'il peut les adapter à ses propres besoins, à ses propres moyens, s'il peut réparer la technique, etc. Typiquement l'exemple du vélo. Mais ces techniques carrefour peuvent être mises au service de projets de domination aussi, par des acteurs qui sont puissants et qui veulent rester puissants. Et donc, dans le cas des énergies, ce serait par exemple la différence entre une éolienne qui est fabriquée dans un stage pendant une semaine où on s'y met à 10 et on apprend comment fabriquer l'éolienne et on la met dans son jardin à la fin, et une entreprise qui installe des champs de méga éoliennes et qui en fait continue d'avoir la concentration du pouvoir, aussi bien du pouvoir de l'énergie que du pouvoir économique. Donc on pourrait dire que toutes les techniques qui sont mises à des fins de concentration du pouvoir, elles restent dans cette logique de domination. Et à l'inverse, les techniques conviviales, les techniques qui peuvent donner de l'autonomie au sujet, c'est des techniques qui décentralisent le pouvoir. Et ça, cette conception du pouvoir décentralisé, de redonner du pouvoir à la base, etc., c'était vraiment très présent dans le mouvement écologiste dans les années 70. Ça entre en écho avec beaucoup de débats qu'il y a eu récemment avec l'intelligence artificielle, et ça permet de donner des billes pour appréhender ces transformations-là. Et tu parlais du rapport de l'État à la technique. Ça fait écho, je trouve, un petit peu avec le constat que fait Gors sur la possibilité d'un pétainisme vert, dans la mesure où la question écologique n'est pas neutre et pourrait basculer. Il le fait avant, par exemple, Antoine Dubiot, et avant les réflexions aussi et les débats qui sont portés par Fabrice Flippo ces dernières années.
qu'est-ce que c'est ce rapport de Gorce à la question du pétainisme vert qu'il porte et plus généralement à l'extrême droite et à la non-neutralité de l'écologie. Ouais, et Gorce voit bien que la question environnementale peut être soit appropriée par le capitalisme pour continuer de faire du profit, pour vous vendre d'autres trucs, sans rien changer au modèle de production, etc. Donc Total qui se met à faire un peu des énergies renouvelables et puis qui continue à forer ce qu'il peut à côté. Et voit bien que la question environnementale peut être mise au service d'une dictature écologique, comme il le dit parfois, d'un écofascisme, comme il le dit parfois, qui irait de pair avec un renforcement de la concentration du pouvoir et de la centralisation du pouvoir. Et donc ça, il y en a plusieurs formes. Ça consisterait à dire que au nom de l'urgence environnementale, il faut prendre des décisions de façon autoritaire, il faut prendre des décisions de façon rapide, urgente, etc. Et que seuls quelques élus ingénieurs ont le droit de participer à ce débat. Et il voit aussi que il y a quelque chose dans l'écologie que peut reprendre l'extrême droite par la référence religieuse, par la référence aux racines, par la référence à un terroir, etc. Alors même que l'extrême droite aujourd'hui est tout à fait insérée dans une économie capitaliste et n'est pas du tout... pour une grande partie de l'extrême droite, elle n'est pas anticapitaliste. Et Gorce montre bien que l'alternative face au capitalisme vert et à l'écofascisme, c'est l'écosocialisme autogestionnaire. Et alors lui, il dit pas écosocialisme, c'est un peu un concept plus nouveau, théorisé à sa suite, par exemple par Michael Levy, qui a beaucoup lu Gorce, mais il parle de socialisme autogestionnaire, et pour lui, le socialisme est capable d'intégrer ces enjeux écologiques. Donc oui, ça me semble important de se rappeler de cette critique du pouvoir central. Aussi parce que c'est un pouvoir qu'on donne aujourd'hui, mais qu'on donne potentiellement à on ne sait qui sera au pouvoir demain. Et donc, déconcentrer le pouvoir, décentraliser le pouvoir, c'est une façon de saboter le pouvoir, en fait. C'est une façon... et il y a quelque chose de très libertaire, et Gorce ne dit pas anarchiste. Parfois, il dit... il parle des anarcho-syndicalistes, etc., mais il n'utilise pas ces concepts pour lui. Mais moi, qui résonne beaucoup avec deux auteurs anarchistes anthropologues, David Graeber et James Scott. James Scott, pour sa critique de l'État, me semble hyper important à lire aujourd'hui. Son livre s'appelle L'œil de l'État, où il revient dans la façon dont l'État aussi a développé la technique et la science avec des projets d'ingénieurs, avec des écoles d'ingénieurs, avec des projets d'infrastructures, etc., pour moderniser les territoires. Et en fait, ces projets de modernisation, ils se font toujours au mépris des milieux de vie, des populations, etc. Et on peut tout à fait relire... Quand on prend conscience de ces transformations de modernisation des États, aussi bien du côté capitaliste que du côté soviétique, c'est assez vertigineux d'imaginer toutes ces luttes écologiques dont on n'a pas eu conscience et qui ont une très longue histoire. On peut remonter même au Moyen-Âge. Il y avait un documentaire d'Arte qui était génial sur la révolte des paysans à la chute de l'Empire romain. Et en fait, il y a plein de révoltes paysannes alors même que notre histoire a un peu plus tôt retenu les luttes ouvrières et le mouvement ouvrier et le mouvement industriel. Mais en fait, on pourrait très bien dire que c'était des luttes de défense du milieu de vie, de se redonner du pouvoir sur ce qu'on produit, là où on le produit, nos conditions matérielles de subsistance dans ces contextes-là. Et donc je fais le lien avec ce courant de la subsistance aujourd'hui qui est très riche dans la façon dont il nourrit la critique du capitalisme contemporain, illustré par exemple par Geneviève Pruvot qui réactualise les thèses de l'écoféminisme de Maria Mies par exemple, de Vandana Shiva, etc. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi pour prendre conscience de nos dépendances matérielles et des risques qu'on vit dans nos sociétés industrielles et très dépendante de chaînes d'approvisionnement mondiales, etc. Ce dont on a un peu pris conscience pendant le Covid aussi, quoi. Vous venez d'écouter la première partie de notre discussion avec Céline Marty. Nous la prolongerons dans le prochain épisode.